Bonjour. Présidente donc, de France International Euroville, vous êtes présente ici au Dialogue en Humanité de Lyon, pourquoi? Ça faisait longtemps que je souhaitais venir au Dialogue en Humanité. J'avais rencontré Patrick Vivray dans une vie professionnelle et je l'ai emmené à Euroville en 2012. Et un des aspects de l'expérience d'Euroville est bien de grandir en humanité. Je trouvais qu'effectivement ça faisait un pont intéressant entre d'un côté les dialogues en humanité qui s'organisaient à Bangalore également et puis l'expérience d'Euroville. Et actuellement, bon, il y a plusieurs reportages qui ont l'air de remettre un petit peu en cause l'aspect spirituel qui a été un petit peu la dynamique de base d'Euroville avec un aspect peut-être commercial. Est-ce que c'est quelque chose qui est justifié? Enfin, il y a quelques rumeurs qui disent que finalement c'est pas le paradis qu'on pourrait trouver, quoi. Ou espérer. Ah là là, si y avait un paradis sur Terre, mais j'irais tout de suite dans ce paradis. Mais à partir du moment où il existe effectivement cette nécessité d'évolution intérieure, les Eurovilliens ne sont pas différents de ce que nous sommes ici. Ils sont peut-être un peu plus conscients que le problème c'est nous et que la solution c'est nous aussi. Donc il faut se mettre en route avec toutes les difficultés de la planète. Euroville n'est pas situé dans un... Ce n'est pas un phalanstère situé dans un Himalaya. Euroville est à 10 km de Pondichéry, au milieu de villages tamouls, avec les difficultés que nous connaissons de pays en développement. Il y a de la pauvreté, il y a de la cupidité, mais la cupidité est partagée par tous les humains, pas simplement là-bas. Enfin, je veux dire, les Eurovilliens ne sont pas cupides, mais c'est dans... Ce matin, il y a de l'égologie. Oui, mais absolument, c'est un très joli terme, parce qu'effectivement, l'égologie me plaît bien, parce que nous sommes tous pétris, nous avons un ego, ce qui est nécessaire pour vivre, mais en même temps, c'est un frein terrible, parce que, regardez même dans les problèmes d'écologie ou d'environnement, j'aime beaucoup ce terme d'environnement parce qu'on a l'impression que l'humain est là, posé au centre, et puis tout est autour de lui, son environnement. Donc, et il a du mal à imaginer, comme on le fait aujourd'hui quand on traite les questions du vivant et de biodiversité, de s'imaginer une espèce parmi les autres. Nous coévoluons avec l'ensemble du vivant sur la planète. Alors pour revenir à cette question spirituelle que vous posiez, qu'est-ce que c'est qu'un développement spirituel? C'est le développement, enfin en tout cas pour moi je l'entends ainsi, c'est le développement de notre conscience. Et donc travailler en conscience, on n'est pas des petits saints, on est chacun là où nous en sommes. Est-ce qu'il y a quand même, au départ, j'imagine qu'il y avait une âme, peut-être portée par la mère, qui était à l'origine de ce projet. Aujourd'hui, comme elle a disparu physiquement, est-ce que cette âme est encore présente? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est nourrie par les nouveaux arrivants qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes motivations que celles de ceux qui sont venus au départ, les pionniers du départ? Euroville est un processus organique. Donc son évolution est de cet ordre-là. L'Euroville du départ que j'ai connu dans les années 70, comme les pionniers, avec une terre quasi désertique, des villages très pauvres. Bon, il y a l'évolution de l'Inde qui se fait autour. Et Euroville croît également. Mais l'idéal est toujours là, il y a toujours une âme. Et je pense que le Matrimondir, qui est le cœur spirituel d'Euroville, est en même temps un centre extrêmement important. Extrêmement important, c'est pas une église. Hein. Mais c'est aussi un centre énergétique, parce que c'est vrai que tel qu'il est disposé, il attire beaucoup d'énergie. C'est un centre très fort, c'est un centre effectivement de cohésion. Et il y a toutes sortes effectivement de vibrations autour. Il y a une vie commerciale, mais peut-on vivre sans commerce? Tout dépend comment on le fait. Euroville doit être une ville, donc avec tous les aspects de la ville. Mais comment la concevons-nous? Pouvons la vivre, cette ville? On disait effectivement dans les débuts, Euroville, la ville dont la Terre a besoin. La Terre a besoin de quel type de ville? On peut toujours se poser la question aujourd'hui, pas simplement en termes d'urbanisme, hein. Ça c'est tout à fait secondaire. Oui, je comprends. Mais quelle société voulons-nous être et représenter? Bon, et la croissance est difficile. Oui, c'est difficile, il ne faut pas se leurrer. Mais regardons ailleurs. Est-ce si facile ailleurs? Comment sommes-nous sur le reste de la planète? Et pourtant, l'Inde fait quand même partie des pays qui sont classés comme pays émergents en termes de technologie. Alors est-ce que Euroville bénéficie de cette croissance ou au contraire c'est un petit peu en marge de ce qui se passe actuellement dans l'Inde? Euroville est géré par une fondation.
Donc c'est une fondation pour Auroville. Elle est touchée par la croissance bien sûr de l'âne parce que la vie augmente, parce qu'il y a une inflation, il y a 8% par an, c'est énorme, il y a une spéculation foncière, il y a le problème de l'eau. Le problème de l'eau est un problème terrible. Les nappes phréatiques s'épuisent par une politique de développement environnante qui est mortelle. Parce que les nappes phréatiques l'électricité n'est pas payante pour les agriculteurs. Ça fait partie de la révolution verte, la révolution agricole. Donc en fait, on puise de l'eau à satiété et on cultive des plantes qui demandent beaucoup d'eau, comme les cocotiers sur un plateau. Donc Auroville subit de plein fouet, je dirais, cette proximité, avec des villages qui se sont développés énormément aux abords de Pondichéry. Quand j'ai connu cette région-là, c'était une région qui était très agricole, où on pouvait voir des chars à bœufs avec des grandes roues en bois, comme à l'époque des rois fainéants, et on remontait la route vers Auroville en s'accrochant derrière. Il y avait une petite lumière à l'avant, c'était très doux comme rythme. Le rythme aujourd'hui est infernal. Il y a des bus, des motos, des voitures, tout circule. 1,2 milliard. Moi j'ai connu l'Inde avec 500 millions de personnes. Aujourd'hui il y a 1,2 milliard. Quelle va être dans les années à venir la politique indienne? Le nouveau ministre de l'Environnement, je vous le rappelle, est un ministre qui est à la fois de l'environnement et de la communication. Donc l'énergie ne fait plus partie du ministère de l'Environnement. Donc quelle va être la place de l'humain dans ce contexte? C'est vrai que l'avenir me semble à la fois assez sombre, mais en même temps, elle sera certainement... il y a un vieux monde qui est en train de mourir, ça ne fait pas de doute. Mère le disait déjà dans les années 50. Oui. Et donc, elle n'est pas la seule maintenant à le dire, je l'entends tout autour de moi, dans les milieux que je fréquente à Paris. C'est mondialisé aussi cette notion de changement. Oui. C'est pas forcément économe. Mais bien sûr, tout est en train de changer. Il y a comme un vieux monde qui est en train de partir, mais et puis il y a un nouveau monde qui arrive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nouveau. On vous appelle Christophe comment alors? Et donc, Auroville, je crois que c'est des millions d'arbres qui ont été plantés, ou en tout cas des centaines de milliers. Est-ce que justement l'eau, le problème il est lié à cet excès, je ne sais pas si c'est un excès, mais il y a une telle profusion d'arbres? Est-ce que ça peut être un problème aussi par rapport à l'eau, ou l'eau c'est simplement le problème par rapport à la consommation des gens qui habitent Auroville? Il y a 2400 habitants, je crois, c'est ça Auroville? C'est cela. Voilà. Et donc comment ils se nourrissent, comment ils boivent, comment ça se passe pour... Est-ce qu'ils ont une production qui est autosuffisante? Comment ça se passe à Auroville? Les Aurovilliens, comme vous l'avez dit, on n'est pas très nombreux dans la population environnante. Donc le système des nappes phréatiques, il y a déjà la ville de Pondichéry qui prélève, il y a tous les villages environnants et la mer est à côté. Donc à partir du moment où vous avez effectivement une nappe phréatique qui se vide, ça crée un appel par un système de failles et il peut y avoir de l'eau saumâtre qui peut envahir les poches vides. Donc ça c'est le problème majeur. La manière dont les Aurovilliens consomment, je dirais que ça dépend de chacun d'eux, mais il y a quand même un grand respect et une attention. Même si je vois de temps à autre des pelouses qui sont arrosées, mais il y a vraiment une attention sur l'utilisation de l'eau, ne pas la gaspiller, faire de la récupération au moment des moussons, pour remplir les réservoirs, les citernes. Donc il y a une attention écologique sans nul doute. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des essais qui se font. Aviram, qui est présent aujourd'hui, l'expliquera lors d'un atelier. Il y a du reboisement, ce que nous avons fait par... Enfin, moi, je dis nous, oui, mais je n'ai pas participé, il faut rester modeste. J'ai fait autre chose, mais bon. Donc ce que les Aurovilliens ont fait dans les premiers temps, ça a été un travail considérable où des millions d'arbres ont été plantés, pas forcément les bons d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de connaissances. On arrive dans un endroit où il faut pouvoir vivre et survivre, donc il faut s'abriter sous les arbres. Vous voyez, Dialogues en Humanité, on est bien sous les arbres ici, donc il faut des arbres. Alors ça a été déjà convaincre les villageois aussi autour, qui ne comprenaient pas pourquoi on construisait à Auroville des petits
comment dire, des réservoirs, des barrages. Ils avaient l'impression qu'on prenait l'euro. Et puis finalement, pourquoi planter des arbres qui ne produisent rien et pas des arbres fruitiers? Donc la conception aussi a évolué. Aujourd'hui, on pratique de l'agroforesterie. J'ai vu chez Aviram de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire l'utilisation des termites pour amenuiser le sol et permettre que les arbres, au lieu de faire des trous très profonds qui sont pénibles et qui coûtent quand même assez cher, on prépare le travail avec du copra, c'est-à-dire de la fibre de coco mouillée que l'on place sur le sol. Les termites raffolent de copra, donc viennent, amenuisent le sol et préparent en fait la terre meuble, permet ensuite à l'arbre de créer ses propres racines. Donc ça c'est vraiment très subtil aujourd'hui. C'est une bonne connivence entre la nature et la technologie. Et si vous deviez imaginer Auroville dans 5 ans, comment serait-il pour vous? 5 ans ou 10 ans, dans le futur assez proche quand même? Comment vous le voyez évoluer, quoi? Alors ça, c'est de la prospective très personnelle de Nadia Loury. En tant que présidente, est-ce que vous avez des objectifs particuliers? En tant que, oui, en tout cas en tant que présidente d'AIF, bon, notre groupe, on souhaite, avec les autres Aurovilles internationaux, donner de l'importance à la zone internationale d'Auroville, qui était restée peut-être aujourd'hui un peu, non pas de côté, mais il y avait tellement de questions qu'il fallait peut-être plus urgentes. Donc ça pour nous c'est important. On souhaite effectivement que les jeunes générations s'intéressent à cette expérience d'Auroville. Ça serait terrible qu'Auroville ça soit en fait un club d'Aurovilliens âgés. Franchement, c'est pas ça. Oui, non. Donc, mais pas des jeunes à tout prix, des jeunes intéressés par l'idéal et par une certaine sensibilité. Tout à fait. Il ne s'agit pas on n'est pas dans le développement durable ou soutenable avec les panacées que nous connaissons qui n'ont rien changé. C'est un travail sur l'humain. Donc le yoga intégral de Sri Aurobindo doit être quand même la base de la motivation.